comme ça. D'abord, les événements, nos prochains événements. On a plusieurs événements tout le long de l'année. Et au mois de novembre, on tiendra 3 événements, plus particulièrement 2 webinaires. En fait, au mois de novembre, c'est 1 webinaire et 2 ateliers avec Microsoft ou pour le compte de Microsoft. Donc, on aura le 17 novembre prochain, donc découvrir l'univers low-code de Microsoft. Donc, c'est avec la participation de Sarah de Microsoft et de Napé Gadi de Microsoft également. Donc, c'est pour apprendre davantage sur les services de Microsoft, les services low-code, dont notamment Azure DevOps, Power Apps. On a aussi des démonstrations sur les démos, sur le data. Donc, c'est à inscrire à vos agendas si ça vous intéresse. On aura aussi des ateliers, donc on tient toujours pour le compte de Microsoft. Le prochain, c'est le 9 novembre. On a un atelier Power BI, donc pour apprendre à utiliser Power BI. C'est un atelier qui est donné avec le matériel de Microsoft. Donc, le matériel est disponible dans 9 langues. Le matériel sera présenté pour le 9 novembre en français. Les cahiers sont toujours disponibles et les questions peuvent être toujours posées dans les 2 langues, donc autant en anglais qu'en français. C'est pour vivre le cycle complet de la création d'un rapport et d'un dashboard en tableau de bord avec Power BI. Donc, de l'accès à la source, nettoyer les données, harmoniser les données, modéliser les données et jusqu'au partage dans le service des tableaux de bord. On aura aussi, un autre atelier au mois de novembre qui est sur, celui-ci, c'est App in a Day. Donc, c'est pour apprendre, non pas Power BI dans ce cas-ci, mais c'est pour apprendre Power Apps. Donc, nous sommes heureux de tenir le App in a Day le 30 novembre. Le matériel et la présentation sera fait en anglais. OK. Et un autre webinaire est en préparation. Là, ça sera plutôt pour le mois de décembre. Donc, sur la mise en place d'une gouvernance de données. Donc, on est en préparation de ce matériel-là, que ça nous fera plaisir de vous présenter au mois de décembre. Juste, si vous voulez savoir davantage toujours nos prochains événements, je vous invite toujours à consulter notre site web, à la page L'Entrepôt. Donc, l'Entrepôt présente les prochains événements, puis ça vous donne un bref descriptif de l'atelier en tant que tel ou de l'événement qui s'en vient. Et vous pouvez toujours aller vous inscrire à partir de cette page. Et vous pouvez toujours écouter parce que nos webinaires sont enregistrés, nos ateliers sont enregistrés. Non, surtout nos webinaires, pas nos ateliers. Donc, vous pouvez toujours réécouter les webinaires à votre convenance, donc en accédant à toutes les webcasts là, qui sont rendus disponibles. Il y en a beaucoup, là, je veux dire, il y en a pour les 3-4 dernières années. Donc, il y en a eu beaucoup sur plein de sujets. Si ça vous intéresse, donc c'est toujours disponible. Et l'autre façon de connaître nos prochains événements, c'est également d'utiliser la page LinkedIn de Faction A. Donc, vous pouvez toujours aller et suivre la page LinkedIn. Donc, vous pouvez toujours voir les promotions des prochains événements. Donc, si vous faites le suivi, donc vous pouvez voir les prochains événements, la promotion de nos prochains événements est toujours inscrit. Donc, si vous êtes inscrit, vous allez voir les prochains événements passer sur LinkedIn. Non, OK. Donc, je voudrais juste peut-être dire une petite question de logistique ici, avant de présenter nos services. Ce webinaire qu'on tient aujourd'hui est enregistré, donc sera accessible dans les prochains jours, là, si vous désirez le partager. Vous aurez également accès à la copie, donc au deck de slides, donc à la copie de la présentation, peut-être aujourd'hui ou demain, mais prochainement, vous allez recevoir par courriel le deck de slides de notre présentation d'aujourd'hui. Alors, vous aurez un courriel avec les liens pour tout ça. Aussi, l'autre point de logistique, c'est que si vous avez des questions pendant le webinaire, utilisez le chat là, prévu à cet effet là, dans la session Teams. Vous pouvez poser votre question là et on pourra l'adresser au moment opportun, soit dans la présentation ou soit
soit à la fin. On a une période de questions prévue aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas d'inscrire vos questions dans le chat. On pourra toutes les adresser. Juste présenter un peu qui est Faction A. Bon, Faction A est une compagnie de services. On est 100% québécois. On est une escouade d'élite professionnelle, je pourrais dire, spécialisée dans les solutions analytiques, d'une part, toujours sur les technologies Microsoft, et on est aussi spécialisé dans le développement d'applications, toujours sur les technologies de Microsoft, donc avec le Power Platform, dont notamment Power Apps et Power Automate. Donc, nous sommes en mesure d'intervenir dans toutes les activités de mise en place de solutions analytiques modernes, donc que ce soit pour la planification, pour l'architecture, la modélisation, la réalisation, jusqu'au support post-production. Donc, on est partenaire officiel de Microsoft depuis 2016. On est Gold Microsoft Partner. Donc, on détient cette distinction là, grâce notamment à plusieurs de nos réalisations et de nos certifications, les certifications de nos employés. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Faction A, n'hésitez jamais à nous contacter. Puis, à la fin de ce webinaire aujourd'hui, on va vous présenter une petite offre qui peut être très intéressante pour dans le contexte de votre travail. Donc, je vous invite de rester jusqu'à la fin où je pourrai vous présenter une offre intéressante. Aujourd'hui, donc, avec l'objectif du webinaire, et surtout avec l'augmentation soutenue et toujours en croissance de la valorisation des multiples données qui sont disponibles, les entreprises et les professionnels en TI, là, notamment, se posent beaucoup de questions quand vient le temps de faire des choix pour moderniser leurs solutions analytiques. Donc, aujourd'hui, vous apprendrez les enjeux typiques des organisations, mais vous découvrirez aussi les types d'architecture et le découpage, les différents découpages d'architecture qu'on peut voir avec les services infonuagiques Azure de Microsoft. Donc, vous verrez de la source, de la donnée source jusqu'à l'information décisionnelle et le partage, comment se construit une architecture ou se découpe une architecture, et vous verrez plusieurs exemples d'architecture, toujours basés sur les services Azure de l'écosystème Microsoft, donc complet et intégré de Microsoft. Oh, OK. Je vais juste avancer d'une slide. Bon, il me manque une slide ici. Pas la slide de présentation d'un instant, je ne comprends pas ici. OK, je veux juste retourner à la slide des présentateurs. Donc, si je regarde les présentateurs aujourd'hui, je présente notre présentateur. Donc, évidemment, je ferai un bref survol de la mise en contexte, là, puis avant que Eric vienne présenter notre présentation d'aujourd'hui sur les différentes architectures. Donc, Eric sera présent. Eric est responsable, c'est un collègue responsable des services professionnels. Donc, Eric, bonjour. Est-ce que ça va bien, Eric? Tu es là? Oui, ça va très bien. Bonjour tout le monde. Super. Très heureux de voir les gens qui sont connectés à ce webinaire-là. Donc, on espère que ça va être une session qui va vous amener des idées, idées sur vos architectures futures. Merci beaucoup, Eric, d'être là. Puis Eric est responsable dans le domaine du BI, là, ça fait depuis une mèche, depuis plus de 20 ans. Donc, il est responsable chez Faction A là, de tout ce qui est service professionnel. Et Eric est impliqué activement là, dans la définition et la mise en place des architectures là, basées sur les services Azure de Microsoft. OK, on va voir si ça avance bien. Oui, agenda. Donc, regardons d'un peu plus près l'agenda. Donc, je vais commencer par la mise en contexte sur la thématique d'aujourd'hui, sur les solutions analytiques modernes et les choix à faire. Et Eric couvrira là, vraiment le découpage d'architecture pour les analytiques en passant par les différentes couches, les alternatives qui sont possibles pour supporter les besoins, les avantages, les inconvénients de certains choix. Et donc, avec les justificatifs pour positionner les bons choix, parce qu'on sait que les choix sont fondamentaux dans l'architecture de solutions analytiques. Je reviendrai juste à peu près après ça avec une période de questions. Puis tout le long du webinaire, là, si vous avez
des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat, ça nous fera plaisir d'y répondre. Donc, mise en contexte, je vais juste peut-être fermer ma caméra là-dessus. Donc, j'aimerais commencer par le mettre en relief, là, ce qu'on constate typiquement auprès des organisations, parce que les organisations, on le voit de tous les domaines d'affaires, que ce soit de la PME à la grande entreprise, les organisations se questionnent sur les choix à faire dans le cadre de l'évolution numérique et notamment au niveau de leur positionnement analytique. Moderniser ces solutions analytiques vers de nouvelles architectures unifiées et surtout vers des alternatives d'hébergement infonuagique est devenu une réalité du quotidien là, pour les organisations qui cherchent davantage à mieux exploiter ces données qui sont toujours un actif précieux, on le sait très bien. Donc, chaque secteur d'activité, je pourrais dire, subit une transformation numérique, une transformation aussi fondamentale. Et le monde de la technologie évolue rapidement, en plus d'être bouleversé là, par plein d'événements qui peuvent vous venir en tête très facilement. Donc, une chose demeure cependant dans le changement, ce sont les données, qui sont toujours aussi cruciales aujourd'hui qu'ils l'étaient dans le passé. Donc, dans notre ère numérique, toutes les entreprises sont devenues des entreprises de données. Que ce soit du dépanneur au plus grand détaillant Internet, l'entreprise est assoiffée de données et ont plus que jamais besoin de données. Donc, pour analyser le passé et acquérir de nouvelles connaissances, donc des analyses plus de type diagnostic, et pour prédire l'avenir et planifier à l'avance, donc des analyses plus prédictives ou prescriptives. Donc, une entreprise aujourd'hui qui gère, gouverne et sécurise l'actif très précieux que représentent ces données augmente ses chances de survivre dans la nouvelle économie. C'est une chose de gérer ces données et c'en est une autre de prendre des décisions et exploiter la mine des données disponibles. Car avoir des données sans les exploiter, c'est carrément insuffisant. Et c'est là que le BI et les analytiques modernes entrent en jeu. Les analyses de type diagnostic avec les tableaux de bord et les rapports sont importantes. Cependant, on le voit, il est de plus en plus évident que les entreprises veulent faire des analyses plus poussées, plus complexes pour obtenir des insights encore meilleurs, plus rapidement et encore plus automatisés. Donc, la science des données a grandi énormément et toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin d'analyses et d'insights automatisés. Donc, de plus en plus, le machine learning, soit l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle viennent déclencher des processus et les décisions pour rendre encore plus innovantes les organisations modernes. Et tout ça, ça demande évidemment de l'élasticité dans les capacités de traitement et les capacités de stockage des données. Donc, on peut le constater aujourd'hui avec le nuage, toute nouvelle initiative démarre par défaut dans le nuage. Donc, les applications autant opérationnelles comme l'ERP, les CRM sont de plus disponibles nativement là, et construits même et offerts dans le nuage. Donc, les plateformes de collaboration, on l'a vu, le partage des fichiers et tout ça ont été transformés par la flexibilité et l'élasticité du nuage. Donc, même pour les organisations ayant des exigences de conformité, je dirais plus sévères là, dans la gouvernance des données, on les voit, ces organisations aujourd'hui implanter la gestion des données, soit dans le nuage lorsque possible ou en mode hybride. Donc, on voit ce virage-là très, très présent. Et d'un point de vue économique, c'est sûr que les solutions analytiques basées sur l'info nuagique éliminent les besoins d'investissement importants là, qui sont demandés en CAPEX. Donc, moins de dépenses en capital. Donc, le déploiement de solutions dans le nuage est plus rapide, plus facile, plus flexible qu'une solution locale, et ça sans les coûts élevés de matériel et d'infrastructures. Donc, l'agilité dans le traitement de multiples sources de données, de moult formats est beaucoup plus réalisable dans l'info nuagique. On n'a qu'à penser aux charges de travail des analytiques, là, que ce soit les requêtes, les traitements de préparation de données et tout ça. Donc, c'est possible, c'est disponible. Tout ça grâce à l'élasticité, c'est difficile à dire, l'élasticité des capacités de traitement à la demande. Donc, aujourd'hui, avec la plateforme de données moderne dans l'info nuagique,
la plateforme de données devient le point central de l'ensemble des données, qui est toujours en croissance. On sait d'ailleurs que, et ça, peu importe le type de données, que ce soit des données structurées, non structurées. Donc, l'idée d'une plateforme analytique moderne dans le nuage, c'est d'avoir la flexibilité dans l'exploitation des données pour des fins décisionnelles, de pouvoir faire de l'exploration, de pouvoir établir des modèles d'analytique avancés sans avoir des contraintes de capacité technologique. Et tout à l'heure, quand on parle de données, d'augmentation de volume de données, pour ceux et celles qui sont friands de chiffres, ben, de l'augmentation de données, on peut le voir, là, la croissance est importante du volume de données. Donc, d'ici 2025, on va se rendre à 175 zétabytes ou zétaoctets. Donc, c'est 4 fois plus que 2020. C'est quand même majeur, la croissance des données. Et des zétaoctets, là, c'est 2 à la 70. Donc, si la croissance, 2 à la 70, j'ai bien dit. Donc, si la croissance se maintient, même si on a beaucoup de volume, on voit qu'il y a beaucoup de place encore pour l'analyse parce qu'il y a moins de 30% des données qui sont analysées aujourd'hui et qui seront analysées. Donc, plusieurs organisations, d'ailleurs, ont de la difficulté à exploiter ce large volume de données et certaines organisations ignorent même la quantité phénoménale de leurs données. Cependant, il est clair que selon les analyses, que toutes les organisations désirent améliorer leur capacité à mieux exploiter l'actif précieux que représentent leurs données et afin d'éviter les silos, autant du point de vue de données, technologie et d'expertise, il faut aborder l'écosystème analytique dans son entièreté. Donc, d'une façon plus holistique, je pourrais dire de la source de données jusqu'à la consommation et le partage de données. Et ça, dans le but d'assurer une pérennité, une flexibilité, une élasticité et une durée de vie à la plateforme analytique de toute organisation moderne et innovante. Et pour ça, bien évidemment, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire du côté technologique au niveau des solutions. Donc, et c'est ce que Eric va nous présenter tout à l'heure. Mais juste avant de vous présenter en mode crescendo les différentes architectures possibles et les caractéristiques de chacune, je vais vous demander, je vais vous faire un petit sondage. Donc, la question qu'on veut vous demander aujourd'hui, donc c'est comme afin de connaître un peu plus où ce que vous en êtes aussi avec l'utilisation des services infonuagiques. Donc, on vous pose la question tout simplement, utilisez-vous les services infonuagiques Azure de Microsoft? Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps pour répondre. Si vous faites un submit à la question, vous verrez les résultats et je pourrai vous présenter les résultats aussi également du groupe. Donc, je vais vous laisser encore juste 5 secondes pour répondre à ça, si vous pouvez répondre, puis je vais vous présenter les résultats du sondage. Donc, je vais faire un View Result. Donc, si on voit les résultats, si vous les voyez, vous voyez les résultats dans le chat. Alors, les 33% des jeunes ont répondu « Nous n'utilisons pas encore les services infonuagiques Azure ». 20%, nous avons déjà déployé Azure et nous avons des problèmes quand même. Nous avons déjà déployé Azure et tout va bien pour 47% des participants aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. C'est très apprécié. Donc, sur ça, je vais juste, sans plus tarder, là, je vais passer le contrôle ou, en fait, je vais passer le contrôle à Eric. Donc, Eric, si tu peux prendre le contrôle de la présentation ou, en fait, présenter ton deck de slides pour la suite où ce qu'on pourra voir les différents types de scénarios d'architecture possibles avec les services infonuagiques Azure. Est-ce que vous voyez mon desktop, mon écran? Oui, on voit ton écran et on t'entend bien. Merci beaucoup. Parfait, merci. Donc, juste pour une petite mise en contexte, là, comme André en a parlé, là, la rapidité à laquelle les données, les nouveaux types de données arrivent dans nos environnements
Ça nous demande d'être très agile d'un point de vue définition des besoins d'une entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de vous proposer des approches d'architecture. Par contre, il faut comprendre que la vélocité à laquelle les données la croissance des données arrive, il y a à peu près la même vélocité au niveau des composantes disponibles pour gérer ces données-là. Donc, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'il n'y a pas un one size, il n'y a pas une architecture, là, excusez les anglicismes, one size fits all là, qui va faire l'affaire de tout le monde. Puis, la bonne approche en soi, c'est quand on initie un projet analytique ou quand on est dans un projet analytique, c'est plus de définir une vision globale tout en se gardant là, quand même de la place pour interprétation, parce qu'on s'entend, les composantes qui sont en place aujourd'hui ne seront probablement pas les mêmes l'année prochaine, mais il faut quand même avoir une bonne compréhension de comment on va fonctionner au niveau de l'architecture, sans trop mettre d'emphase sur les composantes en soi. Puis une des bonnes façons de le faire, c'est vraiment de définir une architecture cible. Donc, l'objectif étant, écoute, moi, à moyen long terme, voici ce que j'entrevois comme architecture cible. Puis, d'attaquer cette architecture-là avec un premier projet là, qui a un scope un petit peu plus petit, puis un petit peu plus défini, puis d'être en mesure d'évoluer dans le temps de cette architecture-là. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, on s'entend, c'est pas du cookie cutter. Là. On ne prend pas mon dessin, on l'amène chez soi et on le met en œuvre. C'est pas comme ça que ça va se passer. L'objectif, c'est vraiment de vous présenter certaines approches qu'on voit sur le marché présentement. Puis, évidemment, ben, moi, je vais probablement rajouter de l'information au niveau de nouvelles composantes qui sont disponibles ou de nouvelles approches dans le cours du webinaire là, pour essayer de tenir la présentation à jour. Donc, ce qu'on a fait de notre côté, on a comme fait un découpage là, en 3 types d'architecture, de la plus simple à la plus complexe. On va regarder, mettons, quand même des modèles visio là, pour expliquer les différentes composantes à mettre en œuvre dans ces différents types d'architecture-là que nous avons prédéfinis. Puis le 4e point, on l'a mis dans cette slide-là. En fait, oui, c'est une approche d'architecture. Par contre, oui, c'est ça. C'est plus une approche d'opérationnalisation d'un environnement analytique. Là. Mais je pense que ça vaut quand même la peine de parler de data mesh un petit peu. Puis si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet-là, ben, on a déjà fait un webinaire sur le sujet, donc ça pourrait être d'intérêt pour vous. Donc, les architectures qu'on a amenées, là, à titre d'exemple, on a l'architecture de type preuve de concept ou BI départemental. Évidemment, c'est plus une architecture là, qui se prête bien là, à essayer des fonctionnalités, puis à valider des requis, à valider des choses qu'on voudrait mettre en place. Il y a des plus petites compagnies qui peuvent probablement s'en sortir avec ce type d'architecture-là. Par contre, vous allez le voir, là, c'est plus difficile de faire évoluer. Au niveau d'une architecture standard, ça, c'est généralement l'architecture qu'on voit en œuvre là, chez nos clients. L'utilisation, dans le fond, c'est pratiquement là, une réplication de ce qu'on voyait dans les architectures on-premise d'il y a 5 ans, là, mais dans un monde Azure. Puis, les architectures avancées, c'est ce qu'on adresse de plus en plus aujourd'hui. Dans le fond, c'est une approche d'architecture qui permet de rester évolutif, là, nonobstant des technologies qui vont être utilisées ou des composantes Azure qui vont être mises en œuvre. Donc, c'est principalement ce type d'architecture-là que nous, chez Faction 1, on préconise, là, parce que l'objectif, c'est vraiment de mettre une base solide, mais de donner de la flexibilité là, au niveau des composantes qu'on veut mettre en œuvre. Puis, je vous en ai parlé de data mesh, on va vous faire un survol rapide là, de l'approche. Découpage type de l'architecture. Bon, mais tout projet analytique comporte généralement les mêmes genres de tâches ou le même genre de découpage. Vous voyez ici, là, au niveau de l'intégration de données, c'est sûr qu'on parle d'Azure Data Factory, on parle de Databricks, on parle d'Azure Synapse. Je n'ai pas fait exprès
pour remettre des fonctionnalités de real-time, comme Event Hub ou Internet of Things. C'est des composants qui sont disponibles aussi au niveau de l'intégration de données. Mais on comprend. L'objectif étant, ce découpage-là, cette partie du découpage-là, on veut faire transiter des données d'une source à une destination, puis appliquer les transformations nécessaires pour l'entreprise. Au niveau stockage, on a listé Synapse, évidemment, qui est de plus en plus, je dirais, le standard. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu tantôt. Donc, on parle d'Azure Synapse, on parle des bases de données SQL standard, on parle du Data Lake Storage, qui est probablement la partie la plus importante au niveau de l'architecture. C'est drôle à dire, c'est juste un dépôt de données, là, mais ça devient de plus en plus une partie excessivement importante de toute architecture analytique. On aurait pu rajouter évidemment CosmoDB, tout ce qui est NoSQL à ce niveau-là aussi, mais on pourra en parler un petit peu plus tard. Au niveau de la couche sémantique, évidemment, la couche qui sert à traduire les données, les informations du technique à un langage plus d'affaires. On parle d'analysis services. Sur Azure, on parle de Power BI, évidemment, de plus en plus. Je dirais même qu'Analysis Services, c'est une des composantes qu'on commence à voir de moins en moins souvent là, dans nos environnements. Mais, donc, ce seraient les deux principaux outils, composantes là, au niveau de la couche sémantique. Puis, couche présentation, c'est sûr, étant Faction 1, nous, on préconise fortement Power BI. Ceci dit, si vous utilisez d'autres outils de visualisation comme Tableau ou Click, il n'y a rien qui empêche une architecture de tirer profit d'un autre fournisseur au niveau de la couche présentation. Là. Dans un monde Azure, c'est quand même très ouvert, là, donc c'est facilement pensable de mettre un autre fournisseur à ce niveau-là, un autre produit. Donc, là, c'était-tu des questions qui sont popées ou c'était juste quelqu'un qui est rentré parce que je ne vois pas mon écran? Non, il n'y a pas de questions. Okay, parfait. L'approche d'architecture au niveau preuve de concept ou BI départemental, dans le fond, c'est excessivement simple. Il s'agit de tout faire nos processus d'intégration, de storer l'information, de définir la couche sémantique avec un même produit. Puis le produit dont on parle aujourd'hui, bien évidemment, à ce niveau-là, c'est Power BI. C'est sûr que ça donne des mises en œuvre qui sont excessivement rapides. Ça permet logiquement aux utilisateurs de créer leur propre modèle aussi. Donc, ça peut enlever la dépendance, en tout cas, ça peut minimiser la dépendance au groupe TI si on a un groupe d'utilisateurs qui est quand même assez compétent au niveau modélisation. Mais, évidemment, ça apporte certains inconvénients. Première des choses, c'est sûr que ça a tendance à générer une notion de silo de données. On s'entend, là, si les utilisateurs sont en charge de créer leur propre modèle de données, ça va être difficile d'aller définir là, quelle est la valeur, la bonne valeur pour l'entreprise. Ça fonctionne bien dans un mode où la volumétrie des données est quand même assez basse, dans le sens que on ne veut pas passer là, des heures à faire des mises à jour sur des jeux de données là, qui sont trop gros dans Power BI. Donc, quand on a une faible volumétrie, ça pourrait peut-être être viable. La fréquence des mises à jour, évidemment, on a certaines limitations là, au niveau de Power BI, surtout si on n'est pas sur Power BI Premium. Donc, il y a quand même une limitation à ce niveau-là. Donc, si on veut aller dans une approche qui est near real-time ou temps réel, c'est pas une approche qui serait nécessairement viable, à moins d'aller en direct query, mais ça, c'est une autre histoire. Sécurité des données, ben, c'est sûr qu'on peut mettre en œuvre un certain niveau de sécurité. Par contre, c'est pas une sécurité qui est aussi robuste que d'avoir les données au niveau d'autres services d'Azure. Robustesse de la solution, on s'entend. J'ai rien contre la base d'utilisateurs, mais si le ownership de ces modèles-là appartient à l'entreprise, aux utilisateurs de l'entreprise,
bien souvent, on s'arrête à atteindre notre objectif, puis on ne pense pas à qu'est-ce que ça va être demain. Donc, au niveau de la robustesse, il pourrait avoir un petit peu de problématiques à ce niveau-là. Puis l'évolutivité complexe, la raison pourquoi j'ai mis cet inconvénient-là, bien, l'approche ici, ça fonctionne bien généralement quand on adresse une source de données. À partir du moment où on veut faire de la consolidation entre des sources multiples, c'est possible de le faire, mais ça amène un niveau de complexité un petit peu plus grand. Donc, de consolider l'information et toutes les transformations qui sont requises pour faire ce genre de tâches-là, ça peut se faire évidemment là, dans Power Query. Par contre, ça devient de plus en plus complexe. Puis au fur et à mesure qu'on rajoute des données ou des types de données dans l'environnement ou des sources, bien, la complexité grandit. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'après un certain temps, bien, on regarde en arrière et on se dit, ouais, là, je pense qu'on n'a pas la bonne base, puis il faudrait revoir ça, puis mettre ça sur une structure plus solide, une structure d'architecture plus solide. Donc, ce type d'architecture-là, pour moi, ça devrait être utilisé vraiment là, pour des approches de type plus personnel ou vraiment sur un besoin très, très défini à court terme. Donc, je ne sais pas, moi, on veut, peut-être si on veut suivre une campagne marketing, là, bon, mais peut-être qu'on pourrait se créer un modèle juste pour suivre cette campagne-là, mais je pense que ça serait une erreur, je pense, de voir cette approche-là comme une approche à long terme là, pour une entreprise. Le deuxième type d'architecture qu'on va discuter, là, dans le fond, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'architecture standard. C'est ce qu'on voit chez certains de nos clients ou dans certains de nos projets. Donc, c'est la base, comme on l'a toujours fait au niveau analytique puis BI. On a un ensemble de sources de données qu'on veut intégrer puis consolider. Puis, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va tirer profit des différents services qui sont disponibles sur Azure pour faire cette transition de données-là. Là, ce qu'on peut voir dans l'architecture, évidemment, on met en œuvre Data Factory. On va avoir une belle discussion sur la slide suivante. Là. Donc, on met en œuvre Data Factory pour tout ce qui est intégration et transformation des données. Donc, Data Factory joue un peu le rôle de ce qu'on voyait au niveau SSIS là, dans les architectures on-premise. On voit aussi qu'on met en œuvre la notion de Data Lake Storage, donc ADLS V2. Vous voyez, là, il y a des zones, là, il y a la zone bronze, il y a la zone argent, il y a aussi une zone or. Je vais vous les expliquer un petit peu plus tard, mais le concept de base est quand même assez simple. Là. Donc, la zone bronze s'utilise comme un genre de landing zone, si on veut, là, de nos sources. Donc, on prend les données, on ne les transforme pas, on les amène dans notre container. Et puis, ce qui nous permet d'avoir un archive de l'information qu'on transite vers l'environnement analytique. Donc, ça. Puis après ça, cette information-là se déplace vers la zone argent où là, on applique toutes les règles de consolidation, puis certaines règles de transformation. Puis, généralement, à partir de la zone argent, dans ce type d'architecture-là, ce qu'on va créer, si on veut, c'est des data marts au niveau de Azure SQL. Donc, un petit peu là, ce qu'on avait on-premise. Donc, on parle généralement de Star Schema. Évidemment, là, on en a des projets où on utilise d'autres approches au niveau de la modélisation, là, mais à 90% aujourd'hui, quand on est dans un environnement analytique, surtout sur la couche data mart là, qui est près de l'utilisateur, ce qu'on va voir, c'est vraiment une approche Star Schema. J'ai mis des lignes rouges. Là, évidemment, il y a un choix à faire là, au niveau de la couche sémantique. On en a discuté un petit peu partout. Un petit peu tantôt, on évalue l'utilisation d'Azure Analysis Services ou d'utiliser directement Power BI. Aujourd'hui, ce qu'on voit, là, puis si je fais des statistiques sur les différents projets qu'on a livrés dans la dernière année, là, je dirais que 95% la couche sémantique se fait maintenant dans Power BI. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'Analysis Services, c'est du legacy, là, mais quand on regarde le cycle de mise à jour des différentes composantes du côté de Microsoft, on se rend facilement compte là, que
l'effort de mettre à jour Power BI est beaucoup plus grand que l'effort de mettre à jour ou d'ajouter des fonctionnalités à Analysis Services. Donc, ce qu'on pense comprendre de notre côté, c'est que la tendance lourde, c'est que Microsoft Power BI va devenir éventuellement de facto l'engin pour gérer la notion de couche sémantique là, dans les architectures analytiques. Puis, ben, moi, c'est ça, au niveau de la consommation, on a évidemment Power BI desktop pour la création des différentes choses, mais on utilise le service là, pour déployer ces rapports-là à nos utilisateurs. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce type d'architecture-là. Évidemment, une architecture comme ça est capable de gérer des volumes beaucoup plus importants qu'un modèle Power BI seulement, c'est sûr. On pense déjà à la consolidation de sources de données multiples. Au niveau de la sécurité, c'est sûr qu'à partir du moment où nos environnements sont sous Azure, on a accès à plusieurs fonctionnalités de sécurité là, qui nous permettent, là, on peut parler là, tant au niveau communication, là, au niveau VPN, tant au niveau storage, des encryptions de données. Donc, les fonctionnalités de sécurité sont beaucoup plus grandes au niveau d'Azure. C'est robuste, évidemment, comme architecture. C'est l'architecture qu'on voit depuis quand même des années. Et c'est quand même assez flexible. Pourquoi j'ai placé que l'inconvénient, c'est la complexité d'implémentation? Une des raisons pourquoi c'est quand même complexe à mettre en œuvre une architecture de ce type-là, c'est que il y a beaucoup de composantes. Il y a beaucoup de composantes qui doivent se parler. Donc, il y a un travail à faire afin d'arrimer toutes les composantes ensemble. Donc, c'est un peu, je ne dirais pas que c'est déconnecté, là, mais il n'y a pas de fonctionnalité, il n'y a pas de facilité là, à arrimer les différentes composantes ensemble. Donc, on a quand même un travail au niveau infrastructure, là, même si ça n'en est pas vraiment, là, mais au niveau communication entre les différentes composantes à faire. Donc, ça peut amener certaines problématiques. Puis, cette approche-là, évidemment, on voit, là, on ne parle pas de Kafka ici, là, on ne parle pas d'Event Hub, donc c'est une approche qui est un petit peu plus de type là, batch, donc c'est-à-dire on fait des mises à jour, mettons, cédulées à l'avance, mais on n'est pas dans un contexte near real-time ici. Évolutivité, ben c'est sûr que moi j'ai mis cette case-là plus en fonction de l'analysis services, qu'il faut faire attention quand on le met en œuvre, là, parce qu'on en a parlé un petit peu, on vient juste d'en parler, mais je ne suis pas sûr que l'évolutivité d'analysis services est égale à celle de Power BI. Puis le nombre de composantes, on en a parlé, là, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre là, dans une architecture comme ça. Par contre, ça fonctionne. Là. C'est une architecture qu'on a mis en œuvre quand même assez fréquemment là, par le passé. Y a-t-il des questions jusqu'à présent? Non, mais j'invite le monde à poser des questions. Sur des questions. Ceci dit, le temps passe vite et j'ai quand même beaucoup de slides. Puis là, on va regarder un petit peu là, ce qu'on considère comme une architecture, un schéma d'architecture plus avancé. Bon, dans le fond, ce qu'on voit, le grand changement entre les deux, c'est que ce qu'on va avoir tendance à mettre en œuvre quand on arrive dans des environnements plus avancés, c'est Azure Synapse. Azure Synapse, la raison pourquoi qu'on le positionne allègrement présentement, c'est que la complexité, là, dans la slide précédente, d'avoir plusieurs composantes qui ne se parlaient pas très bien, si on veut, ou nécessiter une certaine administration là, pour la communication, là, ben ça n'existe plus avec Synapse parce que même si c'est des technologies ou des composantes distinctes, OK, il y a quand même une intégration qui a été faite au niveau de l'environnement analytique, donc au niveau de Synapse Studio, pour être capable d'accéder à l'ensemble de ces composantes-là, puis s'assurer que toutes les configurations sont déjà faites à l'avance pour vraiment focusser sur le travail d'intégration et de consolidation de données au lieu de focusser sur la configuration des différentes composantes. Donc,
ce qu'on met en place, Azure Synapse, évidemment, ça vient avec Synapse Pipeline, qui est un petit peu la version 2.0 d'ADF. Dans le fond, si mes architectes étaient ici, là, ils me diraient qu'il manque une couple de fonctionnalités dans Synapse Pipeline pour dire que c'est la même chose qu'ADF, mais on sait que ça évolue très rapidement. Puis, ce qui est très intriguant, c'est qu'on a souvent positionné Azure Synapse. Au début, là, quand le Synapse était encore un buzzword, là, on avait l'impression que le positionnement de Synapse, c'était pour les très gros projets. Puis ce qu'on se rend compte au niveau de notre côté, au niveau des derniers mois, c'est que même dans un projet plus petit, cet environnement-là fait beaucoup de sens pour nos clients parce que justement, tout est consolidé à la même place, puis la prise en main est plus facile. Et même au niveau des coûts, là, souvent, on entend le mot Synapse, puis on voit un signe de dollar apparaître. Là. C'est quand même, il y a quand même des approches qu'on peut utiliser avec Synapse. Puis ça, si vous voulez, on a fait des ateliers Synapse là, qui sont disponibles aussi sur notre site web, mais qui expliquent comment Microsoft réussit là, à minimiser les coûts dans ce genre d'architecture-là. On a encore nos couches du Data Lake Storage, évidemment, là, le bronze, silver, gold. Je vais passer quelques minutes à vous passer qu'est-ce que ça veut dire. On a ajouté Databricks juste pour dire, bon, mais écoute, si on a à faire du machine learning, évidemment, on peut utiliser Azure ML, là, qui est intégré dans Azure Synapse, mais on pourrait aussi mettre en œuvre Azure Databricks. Puis ceci dit, ça ne veut pas dire qu'Azure Databricks ne devrait pas être mis en œuvre dans un autre type d'architecture. C'est juste que j'essaie de montrer comment ça peut devenir plus complexe au niveau composant. On a aussi, là, si on prend une approche lambda, là, ça c'est plus l'approche batch, là, si on veut. Là. Puis on a une approche near real-time qu'on peut mettre en œuvre. Là. Puis là, ici, moi, j'ai utilisé Event Hub, là, mais ça aurait pu être là, Kafka dans Event Hub. Il n'y a pas de problème là, au niveau de la composante à ce niveau-là. Mais on s'entend, on a quand même un hotpath qui nous permet d'analyser les données en temps réel, là, ici, avec Azure Data Explorer. Eric, oui. on a une question, en fait, on a une question de Stéphane. Peut-on implémenter un Data Lake avec Data Factory et Databricks? Puis, absolument. Puis peu importe, il dit peu importe la réponse, pourquoi? Si on peut implanter un Data Lake avec Data Factory et Databricks, oui. Ben, faut voir que un Data Lake, dans le fond, il va falloir définir qu'est-ce qu'on entend par Data Lake. Si c'est juste du storage, absolument. C'est sûr que là, ici, j'ai mis juste 3 couches, là, mais oui, la réponse à la base, c'est oui. Là. J'ai mis juste 3 couches, mais quand on implémente un data lake, souvent, ce qu'on essaie d'atteindre aussi, c'est tout ce qui est les experts en sciences de la donnée. Donc, logiquement, quand on va vers une approche comme ça, il faut juste s'assurer d'ouvrir mettons, la zone silver puis gold à nos data scientists, okay, pour qu'eux autres soient en mesure d'aller créer des notebooks, là, des notebooks Azure Databricks. Donc, ils vont être capables, de leur côté, d'aller faire leur analytique là, à l'aide de Databricks. Fait que Databricks, c'est clairement une composante qui est viable là, dans les analytiques avancées là, chez Microsoft. C'est même promu beaucoup. Là. Puis la raison pour ça, puis je pense pas qu'il y ait des gens de Microsoft, mais je pense que au niveau robustesse puis au niveau fonctionnalité, l'environnement Azure ML ne permet pas les fonctionnalités qu'on a de disponibles dans Azure Databricks. Je ne sais pas si ça répond à la question, puis sinon, je peux le prendre offline après le meeting. C'est bon, on a reçu un pouce en l'air. OK, c'est bon. La seule bémol, encore une fois, que j'ai ici, c'est Analysis Services, là, qui est une composante qu'on voit de moins en moins. Là, je pense que c'est important que les gens en soient conscients. Les avantages, évidemment, ben là, on est capable de gérer là, des volumes de données là, qui sont sans fin. On s'entend. Puis le coût du storage aussi de ces données-là est très, très minime. Puis la particularité, excusez-moi, là, je rajoute des choses, mais la particularité aussi, c'est que
quand on a une approche comme ça, avec ces zones de données-là, la nécessité d'utiliser, mettons, un engin SQL pour positionner, mettons, un data mart, ce qu'on voyait dans les architectures précédentes, n'est plus nécessairement requise parce que Synapse offre, il appelle ça le Synapse Serverless, là. Dans le fond, ce que ça permet de faire, c'est que ça te permet de faire des requêtes SQL directement sur la data lake sans avoir à passer par un modèle, une BD relationnelle, là. Donc, ici, là, ça pourrait même être viable de dire, écoute, moi, là, j'expose juste mes données. Là, mon dernier niveau, c'est ma zone Gold. Là, puis, j'utilise Synapse SQL pour accéder aux données qui sont directement dans le Data Lake Storage. Donc, il y a quand même une nuance intéressante à ce niveau-là. Multiples sources de données, évidemment, sécurité, robustesse. La sécurité dans Azure Synapse, c'est très, 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 très granulaire, là. Donc, il y a beaucoup d'avantages à ce niveau-là. Robustesse, dans le fond, la robustesse de la solution, elle est éprouvée, là. Je pense que Microsoft l'utilise eux-mêmes. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Flexibilité. Quand on parle de flexibilité, il faut comprendre. Là, je l'ai dit tout à l'heure, mais la pièce maîtresse aujourd'hui dans un environnement analytique, c'est drôle de dire ça, là, mais se retrouve pas mal au niveau du storage. Ce qui est important de faire aujourd'hui, c'est d'avoir un bon processus d'intégration, un bon processus de consolidation de données puis de transformation. Puis une fois que ces données-là sont dans le data lake, si on veut, là, le reste, c'est flexible. Là. Puis on a souvent pensé à tort que Microsoft avait des environnements qui étaient clos, là, mais c'est tout à fait le contraire. Là. Il y a tellement de partenaires, puis c'est des environnements excessivement ouverts. Fait qu'à partir de ce moment-là, on peut impliquer des pièces ou des produits de d'autres fournisseurs, puis ça va fonctionner, là. Donc, il y a un gros focus qui doit être mis là, vraiment à ce niveau-là ici, là, pour s'assurer que ça va rester, ça va pouvoir évoluer dans le temps. Vélocité des données, bien évidemment, là, quand on parle de streaming, là, on l'a ici, là, on y a pensé avec ce genre d'approche-là. L'inconvénient, l'inconvénient majeur que moi, je peux voir avec ce type d'architecture-là, c'est qu'on amène des nouvelles technologies. Donc, puis là, je parle de Spark, là, mais ça peut être Python, ça peut être soit des langages ou vraiment des engins, là. Donc, ça nous force, nous, les experts en analytique, à se mettre à jour au niveau des différentes composantes, des différents langages. Parce que c'est un petit peu un des bénéfices d'utiliser une solution comme Synapse, c'est d'avoir accès à des clusters Spark qui nous permettent de faire des transformations et des analyses là, sur des très grands volumes de données, mais évidemment, ça implique d'utiliser des langages qui sont un peu moins usuels, mis à part pour la gang de data scientists, là, mais pour les gens comme moi, les plus vieux, c'est ça. J'en ai parlé tout à l'heure. Crème, ça va vite. J'en ai parlé tout à l'heure, mais généralement, ce qu'on voit au niveau du Data Lake Storage, là, on devrait tout le temps découper là, minimalement en 3 zones. Je dis minimalement parce que souvent, ce qu'on va voir aussi, il y a une 4e zone là, qu'on appelle Analytical Sandbox. Là. Donc, si on a vraiment une équipe de data scientists qui travaille pour nous dans nos environnements, souvent, il y a une valeur ajoutée de leur créer un container, si on veut, là, de type sandbox pour qu'ils soient eux autres à même d'intégrer des données externes là, qui ne font pas partie des données corporate, puis qui créent leur propre analyse. Mais ça, on n'en parle pas. Donc, bronze, on en a parlé tout à l'heure, c'est plus une notion de landing. Donc, on s'en sert évidemment pour archiver l'information. La beauté de ça aussi, c'est que ça peut servir aussi au niveau des audits, là, parce que l'idée, c'est d'avoir l'ensemble de nos données disponibles dans la zone bronze. Même si on n'a pas tendance à donner accès aux utilisateurs à cette zone-là, parce que c'est une zone qui contient les données raw, là, si on veut, là, dans des temps d'audit, c'est toujours intéressant de savoir que l'ensemble de nos données est disponible sur Azure. La zone argent, on en a discuté un petit peu. Consolidation, transformation simple. Ce qu'on va faire aussi, on va rajouter un petit peu de metadata pour identifier nos cycles de chargement, pour être capable de faire
du point-in-time rerun, là, si on veut, si on a des différentes problématiques qui arrivent dans le système. Donc, ce genre de métadata-là qu'on va mettre dans notre environnement. Puis la zone or, là, qui est un petit peu là, le corporate data lake, la donnée corporate là, qui est disponible aux utilisateurs pour analyse. On s'entend, là, il y a quand même une nuance entre ce qu'on va voir dans la zone gold, si on veut, puis dans un data mart. Là. Souvent, ce qu'on va voir au niveau de la zone gold, c'est que c'est modélisé plus en notion d'entité. Fait qu'on pourrait avoir, mettons, des schémas qui sont reliés à un besoin comme Customer 365. Au lieu d'avoir vraiment des axes d'analyse comme temps, produit, client, là, dans le fond, on va vraiment focusser sur des entités, entités business, si on veut. Modélisation, je vais aller vite. Dans le fond, ça ici, ça devrait être connu de tous et chacun, là, ou à peu près, là, mais il y a plusieurs types de modélisation, plusieurs approches. C'est sûr que quand on parle d'un entrepôt de données, là, un vrai data warehouse, comme Bill Inman nous proposait, là, on parle d'une approche qui était plus à la troisième forme normale. C'est une approche qui se rapproche un petit peu de la modélisation qu'on retrouve dans nos systèmes opérationnels. La problématique dans cette approche-là, c'est que c'est pas des modèles de données qui sont faits pour être performants en lecture. C'est des modèles de données qui sont faits pour être performants en écriture. Donc, c'est des modèles de données qu'on utilise dans les systèmes opérationnels, plus pour puis qui est optimisé là, pour les updates et les deletes et les inserts. Ça implique beaucoup de relations si on veut créer un modèle pour les utilisateurs à ce niveau-là. Donc, c'est moins intéressant là, pour la partie visualisation. Modèle en étoile, je pense que c'est ce qu'on voit le plus dans le marché. Donc, tout le monde devrait avoir une idée de ce que c'est. Souvent, le modèle en étoile, c'est une représentation de la couche sémantique qu'on va offrir à nos clients là, au niveau des outils de visualisation. Il y a une autre approche, le Data Vault. Celle-là, j'hésite à en parler parce qu'en toute honnêteté, je n'ai pas excessivement d'expérience au niveau de la modélisation de Data Vault. Donc, l'objectif, c'est de vous dire oui, ça existe. Là. On voit quand même de très grandes entreprises qui utilisent cette approche de modélisation-là. Si vous voulez avoir une discussion au niveau de Data Vault, j'ai des gens chez nous que je peux mettre en contact avec vous. C'est ça. Puis la troisième approche, il y a Data Mesh, on en a glissé un mot un petit peu tantôt. Je veux juste aller vite sur ce que c'est Data Mesh, puis je vous demande, si vous avez un intérêt là-dessus, allez voir les webinaires qu'on a fait à ce niveau-là. C'est quand même une approche qui est excessivement intéressante, puis qui crée beaucoup d'engouement présentement sur nos marchés. Donc, on peut regarder un petit peu là, ce que ça a été l'évolution des analytiques, là, surtout au niveau intégration de données, là, par le passé. Donc, on a eu la première mouture, si on veut, là, où c'était l'approche ETL. C'était souvent comme ça que nos systèmes analytiques on-prem, donc sur site, étaient montés. Puis là, on avait une équipe de data engineers là, qui créait toutes les pipelines d'intégration, puis qui faisait tous les travaux de transformation. Puis, ça fonctionnait, mais là, on avait beaucoup de problématiques au niveau business parce que ce qui arrivait, c'est qu'à partir du moment où on tombe dans la partie ETL, les TI prenaient un certain ownership sur la donnée en soi. Donc, c'est eux qui appliquaient les transformations. C'est sûr qu'on avait des requis, mais on appliquait les transformations, puis on modélisait en fonction des TI. Donc, nous autres, on disait, écoute, c'est comme ça que la donnée devrait être consommée. Puis l'autre problématique que ça amène, cette approche-là, c'est que les gens de la business, souvent, c'est peut-être pas partout, là, mais sont pas très contents du fait que les TI sont toujours le middleman dans le processus, puis on n'a pas dans le fond, au niveau du temps, au niveau de la capacité, ne sont pas capables d'avoir leurs données disponibles assez rapidement. Donc, de ça, on a appliqué un autre changement là, qui est devenu les analytiques 2.0, parce que là, on se disait, écoute, on va extraire les données, on va au moins faciliter la partie intégration. Là. Donc, on va faire l'extraction et le chargement d'un coup, puis on va adresser les transformations par la suite. Cette approche-là fonctionne, évidemment.
La problématique, c'est que là, ce qui risque de se créer avec cette approche-là, c'est une multitude de data marts, si on veut. OK? Et puis, on se retrouve avec des composantes qui parlent du même sujet d'affaires, mais qui pourraient arriver avec des données un petit peu différentes, parce que ce n'est pas les mêmes règles qui ont été appliquées partout. Donc, on a tout le temps du questionnement à savoir, OK, c'est quoi ma vraie donnée? C'est quoi ma vraie vente? Donc, c'est la problématique qui est amenée un petit peu avec cette approche-là, qui est encore utilisée là, de nos jours en passant. Là. On s'entend, le data mesh, c'est vraiment récent comme approche. Là. Mais bon, donc on est encore un petit peu dans ce mode-là. Puis, quand on connaît les inconvénients, là, on est en mesure de les adresser. Par contre, c'est la résultante qui pourrait arriver là, si on ne fait pas attention à ce niveau-là. Okay. Data mesh, ben, c'est un petit peu. Oui. Peut-être juste rapidement, là, parce qu'il est déjà 11h58. Oui. Puis, ouais. Donc, l'approche est complètement différente. Donc, c'est une gestion par domaine de valeur. OK? Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on tend à faire avec Data Mesh, c'est qu'on donne le ownership à l'unité fonctionnelle qui est en charge. Donc, si on a une équipe d'inventaire à l'interne, si on a un functional unit qui s'occupe de l'inventaire, bien, c'est eux autres qui ont la charge de s'assurer que les données qu'ils donnent ou qu'ils rendent disponibles à l'ensemble de la population sont documentées, validées, sécurisées puis opérationnalisables. OK? Donc, on enlève cette charge-là de l'équipe TI, puis on la met un petit peu plus au niveau des SMI, là, au niveau des unités fonctionnelles. Donc, puis les TI, eux autres, ils s'assurent, le but des TI, c'est de s'assurer que la donnée est disponible et non le contenu, dans le fond. Donc, on focus sur le contenant. Le contenu, c'est plus les SMI qui vont s'en occuper. Évidemment, c'est une approche qui nécessite une gouvernance étroite là, au niveau de la donnée. Juste un petit modèle vite, là. Ce qu'on pourrait avoir ici, là. Ici, on pourrait avoir le domaine d'affaires marketing. On pourrait avoir le domaine d'affaires inventaire, le domaine d'affaires finance. Puis, dans chaque domaine d'affaires, on va avoir des SMI qui vont avoir comme travail de s'assurer d'exposer des données de qualité, okay, et confirmer aux autres domaines. Et puis, quand on va vouloir créer des analytiques, on va être capable d'aller interpeller différentes sources de données qui sont gérées par des domaines d'affaires. Écoute, ça a été vite, là, je m'excuse, mais je vous le demande encore une fois, là, prenez le temps d'aller voir le webinaire sur Data Mesh, c'est super intéressant comme approche. Moi, j'ai fini. Excusez-moi. C'est ça, je vais reprendre juste la présentation parce que c'est ça. Il nous reste, mettons, 1 minute ou 2, si vous me permettez. On avait on a toujours un autre petit sondage, en fait. Puis, à la lumière, là, merci beaucoup, Eric, de nous avoir présenté les différents types d'architecture, puis en mode crescendo là, sur ce qui est possible, en fait, au niveau des architectures avec l'écosystème quand même complet et intégré de Microsoft. Puis, effectivement, il y a des webinaires qui adressent Data Mesh. On a eu une question aussi par rapport à est-ce qu'on va aborder Data Mesh dans le prochain webinaire sur la gouvernance. On est en train de travailler là-dessus. On va publier l'agenda, l'objectif prochainement. Fait qu'on va parler notamment des différentes disciplines de la gestion de données, notamment, mais aussi comment on doit gouverner la gestion de données, donc principalement. Là-dessus, ça fait que si vous pouvez répondre juste au petit sondage que je viens de vous publier, je vais le fermer assez rapidement dans 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, View Results. Donc, on regarde, là, il y a 44% des gens qui ont dit que ce serait plutôt avec l'architecture standard et 56% avec l'architecture avancée. Donc, merci beaucoup encore une fois de vous être prêté au jeu. C'est extrêmement apprécié. Puis, je vais juste avancer sur la prochaine slide ici. Avant ça, André, j'ai juste avant le mot de la fin. Il y a quelqu'un qui a posé une question concernant Data Mesh et la gouvernance de données. La gouvernance de données, là, ça ne devrait pas s'appliquer seulement dans une architecture de type Data Mesh. C'est quelque chose qu'on devrait mettre en œuvre pour l'ensemble des architectures en passant. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Oui. Oui, merci. Fait que l'autre point, en fait, dans la présentation que vous allez recevoir, il y a tout plein de liens là, sur Synapse, Purview,
le centre d'architecture Azure aussi qui est toujours disponible, là, qui peut être inspirant. Puis vous voulez, donc on a aussi des liens là, pour en apprendre davantage sur les architectures d'analytique avec la suite technologique de Microsoft. Tout à l'heure, tu en as parlé brièvement aussi, Eric, mais nous, on a quand même un parcours assez mature et éprouvé pour débuter une modernisation de solutions analytiques. Puis on l'a fait dans un premier temps avec une itération d'avant-projet. Puis on suggère tout le temps de débuter une itération d'avant-projet pour tabler d'une part les besoins à haut niveau. Hein, on reste à un niveau sommaire ici parce que ça se déroule en quelques jours. Et on établit l'architecture cible, l'architecture de transition avec une première portée. Donc on planifie de livrer une première portée dans la nouvelle architecture. Et à ce moment-là, on peut faire plusieurs itérations pour concrétiser la solution donc, et la mettre en place. Et de cette façon-là, on trouve que ça dérisque beaucoup l'initiative. Donc, on peut rapidement avoir en quelques jours l'envergure de l'initiative, les facteurs de succès, etc. Et tout à l'heure, on vous a lancé en début de webinaire aujourd'hui qu'on sera en mesure. En fait, notre offre, on parlait d'une offre, donc on parle d'une offre là, pour faire une session exploratoire avec de nos spécialistes là, pour comprendre les enjeux de votre environnement analytique, les défis que vous pouvez rencontrer sur votre environnement. Donc, si vous êtes intéressé, on va vous envoyer un courriel, puis vous avez qu'à répondre là, à l'offre pour dire que vous êtes accepté. À ce moment-là, on pourra planifier ensemble une rencontre, puis on pourra avoir la discussion avec de nos experts, donc discuter de vos enjeux, puis qu'est-ce qui peut être envisageable. Là. Donc, c'est une offre quand même, c'est sans frais de votre part, là, donc c'est quand même intéressant si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas à répondre au courriel qui vous sera envoyé aujourd'hui. Donc, on s'est rapidement défoncé un petit peu notre temps, on s'excuse. Donc, on a quand même partagé les grandes lignes des alternatives d'architecture Azure là, pour les analytiques modernes. On sait, l'écosystème analytique de Microsoft est très complet. Là, on a vu les services, on a du stockage, on a autant de ce qui est à la source jusqu'à la consommation. Donc, c'est très, très intéressant. Puis évidemment, toutes les architectures là, dépendent du contexte technologique de chaque organisation. Donc, des impératifs d'affaires aussi pour mettre en place ces choses-là. Donc, la solution. Donc, n'hésitez jamais, là, si vous avez des cas spécifiques, on peut toujours vous accompagner là-dedans. Et je ne sais pas si on a reçu d'autres questions. Je vais aller voir. Est-ce qu'on a reçu d'autres questions? J'en vois pas d'autres. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, on va répondre à toutes les questions que vous pouvez nous soumettre. Puis, bon, question de temps, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour répondre, mais encore une fois, vous allez recevoir le matériel. S'il y a des questions qui vous viennent, donc dans les prochains jours, n'hésitez pas. Vous avez accès à la copie de la présentation, le webcast aussi qui sera disponible. Donc, utilisez tout simplement les coordonnées là, qui sont incluses dans le courriel. Donc, ceci conclut notre webinaire. Donc, merci beaucoup. On était un peu précipité par le temps, mais un gros merci de votre participation et surtout, là, donc faites attention, n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires. Faites attention à votre santé, celle de vos proches. Merci encore. Bonne journée à tous et toutes. Donc, à bientôt. Merci.